grand-père c'était un ancien militaire et c'était un joueur de foot professionnel. Donc, j'ai toujours grandi avec le sport. Du coup, je vais bien dormir et je vais rentrer dans un super cercle vertueux. Il y a eu des périodes où des fois tu vas bien et des fois tu vas un peu moins bien. Des fois c'est plus compliqué à faire du sport. Mais je viens souvent au travail en marchant parce que j'ai une demi-heure. Donc le matin, je pars à 6h de chez moi, j'arrive à 6h30 au boulot. C'est entourez-vous de gens meilleurs que vous. Mettez votre ego de côté et sachez vous entourer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bienvenue à tous et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent, qui est un jeune entrepreneur dirigeant d'un empire, on va dire. Alors, un empire, peut-être pas encore assez pour toi, Florent, aujourd'hui, mais en tout cas, de mon point de vue, de là où je suis moi, c'est un empire. C'est une excellente success story et je suis ravie de t'accueillir et merci d'avoir accepté d'être là pour le podcast Santé d'entrepreneur. Je te laisse te présenter. Bonjour Bérénice, merci pour ta présentation. Alors empire, je ne sais pas si on peut dire empire, toute chose rapportée. Faut savoir que l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut toujours garder les pieds sur terre et de se dire que on ne sait pas ce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Alors, pour me présenter assez synthétiquement, je m'appelle Florent Mercier, j'ai 35 ans, je suis papa de 2 enfants, d'une petite fille de 7 ans et d'un petit garçon de 8 mois. Voilà, j'ai démarré ma vie entrepreneuriale en 2010, en périphérie de Saint-Étienne. J'avais 20 ans. J'ai toujours eu une volonté, c'était de me mettre à mon compte assez tôt. J'avais envie d'être un commerçant. J'ai été élevé dans une famille de commerçants. Ma maman était coiffeuse, ma grand-mère était fille de bouchère, et j'ai toujours entendu depuis que j'étais jeune qu'il fallait pas donner sa force au patron. Donc du coup, j'ai arrêté l'école à 17 ans avec une lettre de démission. J'ai posé mes bouquins et puis je suis parti. J'ai travaillé dans un bureau de tabac de 17 ans à 20 ans. Et puis le week-end, je faisais des pizzas chez mon oncle. Et un beau jour, il y a une personne qui me pose une annonce. C'était ce qu'on avait avant, c'était les annonces où on tirait les numéros de téléphone, et qui me dit en face du bureau de tabac, j'ai un terrain de 90 mètres carrés entre la pharmacie et la caisse d'épargne sur un parking, et je le vends 9 000 euros. Si tu connais quelqu'un d'intéressé, tu me tiens au courant. Et mon associé David, qui est toujours mon associé, venait manger chez moi, du moins au bureau de tabac tous les midis.
Et il était électricien, il travaillait dans le nouvel Ikea qui venait de se construire en périphérie de Saint-Étienne. Et on se disait tout le temps, faut qu'on se mette à notre compte, faut qu'on se mette à notre compte, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, en fait, je faisais des pizzas, donc je partais chez mon oncle, je partais le vendredi midi, je rentrais le dimanche soir, je faisais ça tous les week-ends de 17 ans à 20 ans, et je maîtrisais un peu le produit. Et j'ai dit à David, bah écoute, il n'y a pas de pizzeria dans le quartier. Alors, c'est pas le quartier le plus sexy de Saint-Étienne, c'est vrai, mais au final, il y a quand même un taux de morosité, il n'y a pas de concurrence. Et si demain, on arrive à monter un projet assez simple, c'est-à-dire être des bons commerçants sur le domaine de la pizza et être à la croisée de la bonne pizza qu'on mange chez les restaurateurs italiens, vs la bonne distribution que les enseignes américaines étaient en train d'emmener sur le takeaway, le delivery. Il me dit allez chaud. Et donc en fait, bah, de 17 à 20 ans, on avait un peu gagné des ronds et donc on avait acheté une voiture et une moto chacun. On a vendu chacun nos véhicules, ça nous a fait 15 000 euros de trésorerie chacun, donc à deux 30 000. On a levé jusqu'à 90 000 euros, donc tu vois, on a dû lever 60 000 euros de financement. Et puis en fait, on a fait notre premier Pizza Cosy, donc l'histoire elle part de là, c'était en novembre 2010. Donc Et tu novembre l'as 2010. appelé tout de suite Pizza Cosy. Ouais, tout de suite Pizza Cosy, on voulait un nom court qui sonne. Et puis, j'ai été élevé avec vraiment les béabas d'un bon commerçant. Et c'est, tu rentres dans un endroit qui est chaleureux, tu es bien servi, on prend soin de toi. Donc, en fait, le mot, il résonnait pour moi. C'était ce que je voulais donner à mes clients. Je voulais vraiment partir de quelque chose de simple, hein, un produit frais, de saison, quelque chose de très bon, de très simple à la fois. Et bien servi dans un magasin clean parce qu'on est en restauration. Donc on a monté notre premier en 2010. Ça a été long au démarrage, mais ça s'est bien passé avec les mois qui ont suivi. 3 ans après, on rachète une pizzeria. Attends, attends. Donc pendant 3 ans, tu dis ça a du mal à démarrer. Toi, tu faisais quoi? Lui, il faisait quoi? Ben, je faisais les pizzas, il faisait les livraisons. Un beau jour, il perd le permis, donc du coup, il fait les pizzas, je pars faire les livraisons, et on fait tirer ça pendant 3 ans. D'accord, ok. Il n'y avait pas de possibilité de manger sur place, c'était que du delivery ou alors de récupérer sur place. Ils pouvaient récupérer sur place aussi? Exactement, ça faisait Ok, 90 mètres carrés, on avait mis un manche debout, pour le coup pas cosy, parce qu'on voulait pas que les gens restent sur place. En fait, on voulait vraiment faire emporter la livraison et faire des horaires assez short. Donc, tu vois, à 13 h, on était parti du restaurant et le soir à 21 h, on était parti aussi. On voulait vraiment que ça se condense sur emporter et livrer et les gens ne devaient pas manger sur place. C'était vraiment notre postulat de départ. ok. Et le reste de la journée, tu faisais quoi? Bah, le reste de la journée, ça dépend. L'après-midi, on allait souvent faire des séances de sport. On a à côté de chez nous une salle de sport. C'est où d'ailleurs ils ont tourné le film avec Roche Didem dans une salle de musculation. Et Ok. lui, il a été Monsieur Univers. Et donc on adorait, on se tuait dans la muscu, on y allait tous les après-midi. Et on a fait ça pendant, ouais, pendant 3 ans parce qu'on avait le temps l'après-midi. En fait, en restauration, tu travailles quand les autres ne travaillent pas, mais le matin, tu peux te permettre de démarrer à 10 heures et l'après-midi, de 14 à 18, bah, tu es assez cool. Donc, tu peux faire une sieste, tu peux aller faire du sport, tu peux aller vaguer à tes Ouais. occupations. Bon, après, bon, j'imagine qu'il y avait aussi les appros, les achats, bon, la compta, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais bon, après, quand tu as un restaurant, t'as pas non plus 36 000 factures, c'était pas très compliqué. Le matin, si tu te levais un peu tôt, tu allais faire tes courses un jour sur deux ou un jour sur trois, et puis c'était plié, quoi. Ok. C'était pas trop compliqué en termes de gestion. Ok. Et donc, alors, la suite de l'aventure. Et ben, 3 ans après, on entend qu'une pizzeria concurrente à nous se vend à 5 minutes, à Saint-Chamond exactement, dans une ville à côté de Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon. Et eux, c'était vraiment l'enseigne qu'on regardait et qu'on adulait parce qu'en fait, il était parti de zéro, il est monté 15 magasins. Donc pour nous, 15 magasins, c'était un fou le mec. Et en fait, son fils avait pris le flambeau et revendait leur premier point de vente parce qu'il voulait en fait se délocaliser. Et nous, on s'est dit, mais cet emplacement, c'est grâce à ça qu'ils en ont monté 15. Faut absolument qu'on le rachète et qu'on fasse un deuxième Pizza Cosy. Donc, chose faite, on monte un deuxième point de vente. Et donc là, on se dit, on n'a pas trop d'argent. Donc, on a fait tous les travaux. Donc là, pour le coup, on faisait nos horaires de restaurant. Et avant, de 6 h à 10 h ou de 14 h à 18, eh ben, on faisait les travaux, placo, carrelage. On a agencé ce nouveau restaurant ben, nous-mêmes. Et puis, on ouvre. Là, c'est un peu catastrophique parce qu'on démarre pas.
Le magasin fait des chiffres d'affaires hyper faibles. Mon associé, je me rappelle, le midi, il m'appelle, il me dit, punaise, j'ai pas vendu pizza à midi, c'est catastrophique, on fait pas de chiffres et tout. Donc bon, bah, on se dit, est-ce qu'on s'est planté d'emplacement? On remet pas mal de choses en question. Et puis, on se décide d'activer un peu toute la partie marketing, communication, donc des flyers avec des petits coupons de réduction pour faire connaître la marque aux consommateurs. Et de fil en aiguille, malgré tout, ça démarre. Et puis les chiffres d'affaires augmentent. Donc le premier établissement, il est sur une croissance. Le deuxième, il suit un peu la croissance. Et c'est vraiment au troisième point de vente où là, vraiment, il y a un gros virage qui s'est pris. C'est que Ok. le troisième point de vente, on l'ouvre la cinquième année. Là, on se met en périphérie de Saint-Étienne, à côté de Saint-Priest-en-Jarret, sur un emplacement numéro un. C'était un pote à nous qui avait des cuisines schématiques et qui vendait en fait son emplacement. Et là, vu que c'était la cinquième année, on a pris plusieurs partis pris. On s'est dit déjà, on va faire dans un super emplacement, une super déco. Donc on prend un cabinet d'architecte à Saint-Étienne, assez renommé, qui nous fait une superbe décoration. Moi, de mon côté, je pars faire des stages pour vraiment comprendre l'empattement avec le temps de pose d'une pâte, pourquoi on pétrit de telle manière, pourquoi on peut faire des injonctions de levain, vraiment avoir un produit en fait ultra poussé, comment on cuisine les ingrédients pour que en fait on n'achète pas des ingrédients tout prêts mais qu'on les cuisine, genre des poivrons ou autres. Et on va vraiment dans cette démarche style, dans la démarche aussi qualité. Et puis donc on ouvre ce troisième spot sur la cinquième année. Et là par contre c'est un démarrage carton plein. Ok. Et ce qui est ouf, hein, c'est que les deux premiers, ils s'élèvent au niveau du troisième. C'est qu'en fait, le troisième, il a cartonné, mais les deux autres, ils ont pété avec. Et donc là, on se retrouve avec trois magasins qui font des super chiffres, avec un process de qualité qui est nettement plus abouti, avec un style dans les points de vente qui est aussi nettement plus abouti. Et là, on commence à prendre une place à Saint-Étienne de Pizza Così, c'est la bonne enseigne de pizzeria. Ok. Juste pour comprendre, comment vous avez financé ce troisième point de vente? Toujours par dette bancaire. Ok. C'est ça, en fait, on cumulait un petit peu de trésorerie et puis on allait lever de la dette. Il faut savoir que nous, on avait une masse salariale qui était très faible parce qu'avec David, les 7 premières années, on a travaillé 7 jours sur 7. Ok. On y était tout le temps. Alors après, je ne veux pas dire que c'était peut-être plus facile parce qu'on avait de 20 à 27 ans, t'as pas d'enfant, limite, tu viens de partir de chez tes parents il y a 2 3 ans, t'es jeune, t'as du bouillon. Donc pour nous, c'était. Enfin, moi, je sais que je partais le dimanche et j'étais content d'aller au boulot. C'était top, quoi. Ok. Donc voilà, petite anecdote, bah, c'est qu'en fait, on a un super article sur le journal qui dit à Saint-Étienne, Pizza Così a vendu, je dis une connerie, 1 million de pizzas. Hmm. Bah, ça, du coup, ça nous déclenche un contrôle fiscal. Ah, Un contrôle fiscal qui fait que ben, on avait lancé notre société, on était jeunes, on faisait un peu n'importe quoi. Quand tu as 20 ans et que tu vends des pizzas, bah, forcément, tu t'en abuses un peu. Du coup, le contrôle fiscal, il a été assez dur parce qu'on a pris une très grosse amende qui nous a obligés à faire deux choses. À vendre notre premier établissement, un en gérant, donc pour lui c'était bien parce que c'était vraiment l'ascenseur social de je suis parti livreur, je suis devenu gérant et j'ai accès à un restaurant à un prix très accessible. Donc lui, ça l'a ouais. porté en tant que franchisé. Et nous, ça nous a obligés à mettre des caisses électroniques parce qu'avant, on avait vraiment la caisse en fer, on prenait pas la CB et puis on fonctionnait comme ça. Et ce qui est hyper drôle dans l'histoire, c'est que la personne qui vient nous vendre des caisses, il était de Issoire, en périphérie de Clermont-Ferrand. Et il repart avec un contrat de franchise. Et ça devient notre premier réel franchisé. Énorme. Énorme. Et donc tout part de là. On avait déjà entamé l'ouverture d'un quatrième établissement, toujours en périphérie de Saint-Étienne, à Firminy. On avait un pote à nous qui était rentré aussi dans l'équation parce qu'il avait vécu la franchise, mais plus sur un domaine des compléments alimentaires. Et donc, il était venu nous donner la main et il avait ouvert aussi un premier un restaurant en franchise dans la plaine du Forêt. Et donc, bah là, voilà, il y a un vrai franchisé, un nouvel établissement succursale, lui qui vient nous donner la main. Et là, on commence à co-construire la franchise avec
toujours une volonté de départ, c'est de se dire qu'on veut que les franchisés soient concentrés uniquement sur leurs consommateurs, enfin sur nos consommateurs. Et donc, du coup, pour ça, pour qu'ils aient vraiment cette bande passante sur les consommateurs, on va leur enlever en fait tout le back-office. Et donc, enlever le back-office, c'est toute la partie cuisine, toute la partie appro, toute cette partie qui est longue et qui est chronophage. Donc, on a dit, OK, on monte une cuisine centrale où on cuisinera des produits de saison, frais, sans additifs, sans conservateurs, et au moins on aura une uniformité produit. Donc j'ai construit une cuisine pour faire des antipastilles de poivrons parce que je voulais pas acheter des trucs à l'huile où on sait pas ce qu'il y a dedans, machin et tout. Mon filet de poulet, je voulais qu'il soit français, je voulais qu'il soit cuit à basse température avec ses épices. Donc notre cuisine centrale nous a permis de faire ça. On l'a adossé à une mini plateforme d'achat où en fait, eh ben, avec un fournisseur, on distribuait tous les ingrédients à nos franchisés pour qu'en une commande, ils aient tout dedans et du coup, il y ait un moment de réception, il y ait une facture. C'était simplifier la vie des franchisés pour qu'ils se concentrent sur les clients. Et donc, on a mis ça en place. C'était en 2016-2017. Et puis, quand tu as un peu cette notoriété qui démarre, tu as pas mal de personnes qui sont autour de toi, que ce soit des gens de la famille, des amis, qui disent ouais, j'ai trop envie de monter un point de vente, j'ai trop envie de faire la même chose que toi. Et donc, il y a des gens de notre famille qui sont venus, des amis aussi qui sont venus. Et on a vite fait 6-12 magasins. Donc au début, on a fait 6 magasins la première année, 9 magasins la suivante. Et on est monté même jusqu'à des pics à 18 ouvertures. Ok. D'accord. Juste pour revenir sur ce que tu as dit au moment de la vente du premier point de vente, c'était déjà le premier franchisé, ça, ou il a changé d'enseigne? Non, non, il a gardé l'enseigne. Ok. Et à partir de là, tu t'es fait accompagner pour formaliser juridiquement la franchise, les contrats, etc., ou pas encore? C'était pas forcément à ce moment-là? Bah, au début, en fait, on pensait qu'on avait la science infuse. Je pense que, comme beaucoup, tu te dis, bah, il y en a un qui connaît un peu ce qui se passe dans la franchise, donc on va essayer de répéter un modèle. Et on avait rencontré un mec charmant de la CCI qui, au salon de la franchise, me dit, Flo, il faut que je te fasse rencontrer un cabinet de conseil parce que en fait, vous avez la patate et il faut que vous soyez bien conseillé. Et donc, on a rencontré un mec qui nous a montré que toutes nos croyances liées à la franchise, elles étaient fausses et qu'il fallait revoir intégralement le modèle si on voulait que ça se passe bien avec nos franchisés et qu'on ait vraiment un rôle gagnant-gagnant, que chacun s'y retrouve, que en fait, le franchisé ait envie de faire gagner de l'argent à son franchiseur, parce que si le franchiseur gagne de l'argent, il va le remettre il va la réattribuer pour développer le franchisé. Tu vois, c'est vraiment ce modèle où tu fais gagner d'un côté, mais de l'autre côté, bah, vu que tu as de l'argent, tu vas prendre des profils qui vont faire gagner le franchisé. Et donc, on a tout revu le modèle. Et c'était hyper important. Et c'est ce que je dis souvent dans des podcasts ou quand maintenant j'arrive à coacher des gens qui se lancent en franchise, c'est qu'en fait, on peut être un excellent commerçant avec un restaurant. Euh, on peut être un excellent chef d'entreprise avec plusieurs restaurants. Déjà, le gap, il est assez compliqué. Parce qu'il y a des gens, ils sont faits pour être commerçants. Il y a des gens, ils sont faits pour être chef d'entreprise. Mais après, quand on veut développer un modèle en franchise, c'est complètement un autre modèle. Ça a des codes bien particuliers. Il y a une grosse jurisprudence liée à la franchise. Et donc, on a intérêt, en fait, de comprendre, d'apprendre et de se structurer juridiquement pour, en fait, c'est un peu comme un immeuble, hein. Plus les fondations, elles sont grosses, plus tu vas pouvoir aller haut. Et nous, on avait besoin de faire des grosses fondations. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus on solidifie encore ces fondations, parce qu'un réseau que tu amènes jusqu'à 20 points de vente, c'est complètement différent de celui que tu vas amener à 50. Tu vois, là, cette année, je passe la barre des 80, et il faut aussi tout revoir. Et peut-être que demain, à 150, il faudra que je revoie intégralement le modèle. Et donc, tu as besoin d'avoir des consultants qui ont déjà vécu ces sujets et qui peuvent t'accompagner. Ouais, qui sont Donc, des très, très experts important. dans ce domaine-là, et comme ça, tu profites de leur expertise. Ouais, exactement. Pour moi, c'est indéniable, hein, et j'ai toujours été accompagné. Tu sais, je pense que un chef d'entreprise qui réussit, je le dis souvent et je prône vraiment ça, c'est quelqu'un qui arrive à mettre son ego de côté, qui arrive à se dire, OK, j'ai des compétences, c'est sûr, et je les ai bien identifiées. Par contre, il y a plein de sujets où c'est pas ma spécialité et où j'ai besoin de m'entourer. Et je dis souvent, si vous êtes chef d'entreprise, entourez-vous de gens meilleurs que vous, que ça soit en interne ou en externe, parce que c'est grâce à des profils internes ou externes très compétents que, en fait, intellectuellement, tu vas aller beaucoup plus loin et puis tu vas laisser traiter certains sujets à des gens qui sont plus doués. Et donc, c'est ce qui va faire avancer la marque. Mm.
Ok. Bon, c'est d'ailleurs ce que tu proposes aujourd'hui maintenant, puisque tu accompagnes des futurs franchiseurs. Exactement, il y a pas mal de franchiseurs qui ont une petite dizaine d'établissements ou pas encore, et qui se disent comment on arrive à structurer notre modèle, comment on arrive à se différencier de la concurrence, comment aussi notre modèle il arrive à dégager du cash, parce qu'une franchise, c'est pas avec des redevances que tu vas réussir à la faire grandir. Il faut trouver des relais de business parallèles, et donc on essaye de modéliser ça pour se dire, bah ok, on va essayer de devenir leader sur notre marché en activant certains sujets. Donc j'accompagne, c'est un démarrage, ça me fait plaisir parce que je me revois il y a 10 ans et je me posais pas mal de questions. J'ai travaillé avec des cabinets qui m'ont coûté très cher. Certains étaient très pertinents, d'autres un petit peu moins. Et donc, je ne vais pas dire à temps perdu, mais de temps en temps, j'aime bien le faire. Ouais. Ok. Bon, et alors, c'est quoi le grand feu? Alors, du coup, on avance dans l'histoire Pizza Così, on ouvre des établissements. Là, cette année, on va passer la barre des 80. Et vraiment, je structure en fait tout mon écosystème avec une plus grosse cuisine centrale, avec une nouvelle plateforme logistique. Fin 2024, on a investi 5 millions d'euros dans une plateforme logistique conçue par le mec qui a fait les dépôts logistiques de La Durée ou de Sodebo. Donc, vraiment, le gros truc qui peut porter le groupe à 200 points de vente sans problème. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me rends compte que j'ai deux demandes. Une demande qui vient de mes franchisés et qui me dit, Florent, pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui veulent ouvrir des pizzas cosy à 30 minutes les uns des autres, mais il y en a qui me disent, moi j'ai envie de rester dans ma zone. Je connais ma ville, je la connais par cœur. Et j'aimerais avoir des enseignes complémentaires, mais pas concurrentes. Hmm. Et puis j'ai d'autres demandes aussi d'enseignes. Par contre, là, c'est vraiment des franchiseurs qui me disent, j'ai envie d'avoir des produits à façon, des produits prestés, mais j'ai pas le cash à mettre dans une cuisine centrale. Mais par contre, j'ai envie d'avoir une recette et une recette qui est distribuée comme toi tu fais dans tous mes points de vente. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai deux demandes. On va essayer de passer au step au-dessus de Pizza Cosy. On va construire un groupe agroalimentaire qui se veut être d'un côté multimarque pour avoir une ou deux enseignes supplémentaires à proposer à nos franchisés existants, et puis aussi s'ouvrir à l'externe en proposant les services de notre offre globale avec des produits à façon à d'autres enseignes. Donc on a créé le grand feu. Donc le grand feu, tu comprends que tout tourne autour du feu, de la flamme, de l'amour pour la cuisine. Donc on a créé ce groupe en l'appelant comme ça. Sur la partie enseigne, on est rentré au capital de deux autres enseignes. Une enseigne de fried chicken qui a un point de vente à Paris, maintenant deux, un à Lyon et puis bientôt un à Grenoble et un à Tours normalement. Et une autre enseigne qui s'appelle Grikia, qui fait des produits grecs, méditerranéens, qui ont trois points de vente à Lyon et qui vont ouvrir rapidement Bordeaux et Toulouse avant la fin de l'année. Toujours en fait avec un ADN qui changera pas, et c'est vraiment l'ADN du Grand Feu qu'il faut respecter, c'est qu'on veut des enseignes avec des produits simples, des produits très bons, des produits de saison, un truc en fait sans chichi, mais par contre où vraiment tu te sens bien et tu manges bien. De la street food artisanale, tu vois. Ok. Donc ça, on est rentré au capital de ces deux enseignes. Alors après, on va tout faire pour que ces enseignes aient la même croissance que Pizza Cosy. Est-ce que ça sera le cas? Je ne sais pas. C'est pas à chaque fois qu'on va rentrer dans une enseigne qu'on va réussir à en faire une grande enseigne. Peut-être qu'il y aura des loupés. J'ai connu un loupé par le passé. J'avais développé une enseigne de pizza plaque. C'est la pizza qu'on mange au nord de l'Italie. Cette pizza al taglio, c'est une pizza épaisse, très croustillante que tu manges à la part, qui te pèse au poids, les Italiens. J'avais monté ce concept à Grenoble. Je me suis trompé, sûrement d'emplacement. Bref, c'était pas le bon time to market. Cette pizza, c'était peut-être pas le bon moment. Toujours est-il qu'en fait, ben, ce produit, j'avais monté un laboratoire pour le produire et le mettre à disposition de mes futures pizzerias que je souhaitais monter. Vu que j'ai pas réussi à développer le concept, eh ben, je me suis retrouvé avec un labo. Ben, c'était pas peine perdue parce qu'en fait, j'ai fait des pizzas cuites à 90% sous vide, à destination en fait des lieux de vie. Il y en a de plus en plus des lieux de vie. Quand je dis lieu de vie, c'est un club d'escalade, un club de paddle, un bar à bière, tous ces lieux où en fait ils ont envie d'avoir une très bonne offre de restauration, zéro contrainte par contre liée à la restauration et avec une marge de restaurateur. Ben, moi j'arrive à proposer ça et tu vois, ben, mon labo.
Maintenant, il est satellisé. Je suis trop petit et on investit 1 demi-million d'euros en septembre dans un labo 2 fois plus grand. Donc en fait, même si la marque ne fonctionne pas, il y aura toujours des relais de croissance parallèles qui pourront peut-être aider en fait ces marques à évoluer. Donc ça, c'est sur la partie enseigne. Et puis sur la partie produit, bah là, on est en train de dimensionner les équipes. On a pris quelqu'un en qualité, on a pris quelqu'un en ressources humaines pour vraiment avoir partie prod, partie log, des profils très qualitatifs pour se dire, OK, Pizza Cosy, ça évolue. En termes de points de vente, en termes de produits, il faut qu'on soit dans la plaque pour les accompagner. Et puis on a des enseignes qui viennent nous voir. Il faut qu'on soit capable de faire de la R&D, d'avoir un positionnement prix qualitatif et de réussir à leur distribuer ces produits dans leur restaurant. Et donc c'est chose faite. On a déjà signé une enseigne avec 6 mois, depuis 6 mois avec qui ça se passe bien. Et on a pas mal d'autres propositions. On ne va pas faire du restaurant ciblé parce que en fait, la R&D et les rotations de stock nous permettent pas de travailler avec des indépendants. Mais dès qu'on a des chaînes, que ce soit en franchise ou en interne, on peut réfléchir à des produits à façon. Donc D'accord. voilà Et un ces peu. fameux produits personnalisés, entre guillemets, c'est toi qui crée la recette ou qui est force de proposition ou c'est le dirigeant qui vient qui dit, bon, bah voilà, moi dans mon restaurant, je fais ça comme alimentation, des pastas par exemple. J'en sais rien si c'est le cas, mais bref, c'est pas le problème. Et donc du coup, tu lui fais une recette pour qu'il ait sa patte en fait, qu'il ait sa touche. C'est ça? Ça dépend, tu vois, j'ai une enseigne pakistanaise qui ouvre pas mal de restaurants et qui voulait des sauces ben, comme il souhaitait lui, avec exactement ses épices. On a respecté en tout point ses recettes et c'est Ok. son produit qu'on distribue. Et après, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, ouais, je voudrais avoir un houmous, pas typiquement Grikia, chez qui on est au capital. Mais par contre, si votre chef exécutive, elle peut me proposer un houmous encore meilleur, eh ben, je suis preneur. Et donc, nous, on a intégré une chef exécutive qui est Carla Ferrari, donc c'est Top Chef 2023. C'est une personne qui a été élue sur sa première année d'activité à Turin dans le top 80 des pizzerias italiennes. Donc, grosse connaissance, j'ai envie de dire, étoilée, parce qu'elle a fait l'école Ferrandi, donc elle a une vraie connaissance des très bonnes pratiques de restaurant gastronomique, mais alliée à la street food, parce que c'est une meuf qui aime les produits pareils, simples, sans chichi, street food et tout. Donc ça, c'est notre chef exécutif qui peut travailler donc sur Pizza Cosy, mais aussi sur des produits d'enseigne comme ça, qui auront envie qu'on leur sublime le produit. Ok. Donc voilà un peu le grand feu. Et puis on a plugué une nouvelle branche ce début d'année. C'est qu'en fait, on a racheté une société qui est une société de conseil qui met sur pied des jeunes enseignes à se développer en franchise. Parce que ben, on a 3 4 restaurants, on a envie de modéliser notre concept en franchise, et puis on a envie de s'adosser avec un développeur externe pour porter la marque uniquement en restauration. Et donc on avait une société enfin, il y avait une société qui était un peu leader dans le domaine de la restauration, qui s'appelle Food Mood, avec un dirigeant exceptionnel. Et je lui ai proposé de racheter sa société et que lui devienne directeur général du groupe Le Grand Feu. Et donc on a intégré Jérémy Cerceau et la société Food Mood en ce début d'année. Et donc moi, j'ai un directeur général à mes côtés et ça prend tout son sens parce qu'en fait, on accompagne des jeunes enseignes qui ont besoin de produits alimentaires, qui ont besoin de conseils. Nous, on peut très bien aussi les aider à se développer via notre réseau interne parce qu'on peut proposer ces enseignes à nos franchisés, qu'on soit au capital ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les franchisés ils grandissent dans leur zone. Et puis lui, c'est une personne qui a de l'expérience. Il a été directeur général d'Agendaz. Il avait 350 magasins sous lui. Il avait la partie shops Europe, Amérique du Sud, Australie. Il a été directeur général aussi d'Eric Kaiser. C'est 400 points de vente dans 40 pays. Donc en fait, ça vient amener beaucoup d'expérience et de seniorité à notre enseigne qui va passer les 80 points de vente et qui a besoin de profils en fait assez musclés. Ok. Donc aujourd'hui, ça pèse combien tout ça, si on doit mettre un chiffre en face? Ben, si on prend toutes les enseignes cumulées, on a déjà plus de 80 points de vente. Et rien que le réseau Pizza Cosy avec la centrale d'achat, on est à peu près, on va toucher les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Ok. Et en nombre de collaborateurs hors franchisés?
hors franchisé, on a 65 personnes au siège et dans nos 10 succursales, il y a à peu près 100 salariés. C'est-à-dire que nous, en interne, on fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec à peu près 150 salariés et le réseau global va avoisiner les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 800 salariés. Ok, ok, ok. Bon, et alors, du coup, la santé physique, la santé mentale, dans tout ça. Il en faut un peu. Alors, parce que tu faisais du sport quand tu étais jeune, quand tu faisais que 11h, 13h, 18h, 21h. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bah après, j'ai été élevé en fait par mon grand-père quand j'ai perdu mon papa à 8 ans. Et mon grand-père c'était un ancien militaire et c'était un joueur de foot professionnel. Donc, j'ai toujours grandi avec le sport. Il était entraîneur à la SS quand j'étais tout petit, donc j'allais toujours sur les terrains, à regarder les pros jouer au tennis ballon, à faire des entraînements avec eux et tout. Même à m'en frustrer un peu parce que le dimanche matin, j'avais 9 ans, 10 ans, il venait me sortir du lit et puis il m'emmenait dans les bois en haut courir avec ma grand-mère pendant 1 heure. Donc j'ai toujours baigné dans le sport. Ma maman aussi, pareil, c'était une grande sportive, beaucoup de natation, beaucoup de course à pied. Donc j'ai baigné là-dedans. Quand j'ai été tout de suite entrepreneur, donc oui, j'allais faire de la muscu un peu. Et puis après, bah, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, des fois tu as le temps, des fois, je vais pas dire que j'ai pas le temps, parce que je pourrais me faire engueuler par mon grand-père, mais je prends pas le temps. Euh, mais je suis assez convaincu, et alors ça c'est vraiment mon profil, c'est que c'est soit je fais tout bien, soit je fais tout mal. Je m'explique, c'est que si je commence à faire du sport, je vais avoir envie de manger sainement. Et donc, du coup, je vais bien dormir. Et je vais rentrer dans un super cercle vertueux où, en fait, j'arrive au boulot le matin, il est 6 heures, je me sens bien, j'ai la patate et tout. Et puis, il y a des fois où, quand bah, tu as des périodes dures, parce qu'on a tous des périodes dures dans la vie, que ça soit en pro ou en perso, bah, tu te laisses un peu aller. Et puis, tu vas faire des fois un peu plus d'apéro et tu vas moins aller au sport. Et donc, bah, j'ai eu des périodes où, des fois, tu vas bien et des fois, tu vas un peu moins bien. Des fois, c'est plus compliqué à faire du sport. Mais je garde toujours en ligne de mire que il faut que je fasse du sport à minima 3 fois par semaine. Je viens souvent au travail en marchant parce que j'ai une demi-heure. Donc le matin, je pars à 6 heures de chez moi, j'arrive à 6h30 au boulot. Déjà, c'est super bien, je trouve, quand tu es entrepreneur. Ça te permet de penser, ça te permet de réfléchir, tu es tout seul, tu prends toutes tes petites notes et quand tu arrives au boulot, tu as les idées claires. Donc ça, je trouve que c'est cool. Aller au sport avec bah, des gens du bureau, c'est toujours assez plaisant. Tu vois, tu peux aller faire du paddle, tu peux aller faire une petite séance de sport. Et puis, je trouve que quand tu es entrepreneur et que tu inculques un peu le sport avec deux, trois personnes dans ton entreprise, et ben eux, ils vont aussi, tu vois, avoir cette envie d'aller au sport, d'aller faire un tennis, d'aller faire un paddle, d'aller courir. Et ça, je trouve que c'est cool d'avoir un peu cette présence d'esprit, de se dire le sport c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour mes équipes parce que dans l'équilibre commun, on a besoin de faire du sport. Et à côté de ça, j'ai une femme qui est pareil, ultra sportive. Elle a accouché il y a 8 mois et j'ai l'impression qu'elle a un corps comme si elle avait 22 ans. Et elle est naturopathe, donc elle fait beaucoup de naturo, elle fait beaucoup de massages, tout ce qui est, alors ça c'est plus des trucs un peu pour les femmes, mais c'est tout ce qui est massage drainant lymphatique et tout, elle en fait plein. Et elle, c'est pareil, c'est qu'en plus de ça, je suis quelqu'un, je suis avec quelqu'un à la maison qui mange très sainement et qui fait beaucoup de sport. Et ça aussi, ça rentre dans l'équilibre de se dire, ben, quand je rentre le soir, on va pas manger n'importe quoi, on va pas manger des pâtes tous les jours, on va manger des brocolis, tu vapeur avec un petit filet d'huile d'olive. Et d'une, on mange bien, mais deux, on arrive à prendre plein de petits compléments par période à côté, parce que tu peux être en manque de vitamine C, tu peux être en manque de magnésium, tu vas prendre de temps à autre de la chawanga, des conneries comme ça, qui font que bah voilà, tu vas essayer de bien, de bien te porter, que ce soit sur le plan de la nutrition ou sur le plan du sport. Mais après, comme je dis, hein, je suis loin d'être un exemple là-dessus. Mais par contre, j'essaye de me motiver à être discipliné parce que je sais ô combien c'est bon pour ton état d'esprit au travail. Alors, le ô combien c'est bon pour mon état d'esprit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as remarqué? Parce que je disais tout à l'heure, c'est que si je fais du sport, je dors bien. Si je dors bien,
j'ai la patate au boulot. Si j'ai la patate au boulot, je vais avoir envie de bien manger du temps de midi. Et puis avec quelques petits compléments, en fait, c'est un cercle vertueux qui fait que tu te sens toujours bien. Et je suis assez convaincu que en tant qu'entrepreneur, tu as forcément des périodes très difficiles. Et pour les affronter, il faut que tu te sentes bien. Bah, si tu te couches tard et tu dors mal et tu vas pas au sport et du coup tu fais un peu des apéros, bah, ces moments, tu vas les affronter vachement plus difficilement. Et on est quand même dans des périodes, bah, nous, surtout en restauration, où c'est compliqué. Tu sais, tu as une baisse de pouvoir d'achat, tu as une hausse de l'énergie, tu as une hausse de la masse salariale. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça remet en cause ton modèle. Si t'es pas lucide, t'es mort. Hmm. Ouais. Ok. Bon, donc malgré le fait que tu vendes de la street food, Mais street food, mais je mets un point d'honneur à ça, c'est qu'il y a street food et street food. Sur une pizza, c'est pas forcément un produit très gras et très calorique si tu prends pas une 5 fromages. On travaille qu'avec des ingrédients ultra sains. Je vais revenir un peu dessus, mais ma farine, c'est une farine qui est bio, qui est pas raffinée, où il y a de l'assise protéique dedans, donc ce qui fait que c'est pas chargé en gluten, tu le digères assez facilement, et puis avec l'empattement, avec le levain et tout, tu as vraiment un très bon produit. La tomate, c'est un produit très simple, qui est bien mûri, qui vient de Naples, donc c'est très bon. Une bonne mozzarella, et puis dessus, deux, trois ingrédients qui sont cuisinés en labo. C'est si je fais des poivrons, parce que c'est la saison du poivron, c'est un peu de pulpe d'ail, un filet d'huile d'olive, sel, poivre. Et donc, tu as une pizza qui est assez bonne et qui n'est pas chargée de gras avec des ingrédients transformés. Nous, c'est vraiment notre politique, c'est de se dire oui, tu manges une pizza, mais tu manges une bonne pizza avec des ingrédients qui sont ultra sains dessus. ouais, ok, c'est chouette. C'est chouette et merci de l'expliquer parce qu'effectivement, quand on pense pizza, on pense pas forcément à manger sain. Donc, quand on, bah voilà, avec ta façon de faire et de voir les choses, bah, ça change quand même, ça change la donne. Bah, je pense que de toute façon, dans la restauration au sens large, on doit maintenant travailler des bons produits, on doit travailler des produits frais, des produits cuisinés, on se doit travailler des produits de saison. Même je tire le trait quand on parle de viande, eh ben, faut aller travailler des produits français. Nous, le bœuf qu'on prend chez Pizza Così, il vient de Rhône-Alpes, c'est un mec qui élève ses bêtes sans antibiotiques. Enfin, tu vois, on est obligé, enfin, je pense qu'on est obligé d'aller dans cette démarche de se dire, OK, on peut manger de la street food, mais il faut quand même manger des bons produits parce que ben, notre corps nous le rendra, quoi. Ouais, ok. Bon, alors du coup, si tu avais un conseil à donner à ces dirigeants qui sont bah, des dirigeants qui ont une surcharge d'activité, qui ont, comme toi, des soucis au quotidien à gérer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, il y a deux côtés. Il y a le côté professionnel avec vos équipes, c'est entourez-vous de gens meilleurs que vous. Mettez votre ego de côté et sachez vous entourer. C'est ce qui fera grandir votre boîte, mais aussi vous de façon intellectuelle. Ça, c'est hyper important. Faut s'entourer de bonnes personnes. C'est ce qui va faire que tout le monde progresse. Et de l'autre côté, c'est savoir se dire de façon ultra simple, hein, on prend une paire de baskets, on va courir pendant 1 heure, et si on n'a pas le goût de courir, on marche pendant 1 heure, et on respire, et on pense, et rien que déjà ça, ça peut faire du bien. Et si on arrive à faire ces deux choses, je pense que déjà c'est un bon point de départ pour, pour aller plus loin. Pour aller plus loin dans le développement de sa boîte. C'est ça, exactement. Ok. C'est- Ok. ça reste des trucs simples, hein, d'aller courir, de faire du sport, mais je suis vraiment convaincu, et je l'ai vu parce que j'ai grandi avec, hein, mais que Hmm. même si tu as des moments très durs dans la vie, le sport va faire que tu vas réussir à les absorber plus facilement. Ouais. Ok. Bah écoute, merci pour ce Merci à toi. témoignage. Merci aussi bah, de nous avoir fait part de ton histoire avec les hauts et les bas et du coup bah, voilà, la vraie vie du chef d'entreprise. C'est ça. Donc c'est chouette et bah, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci, c'est gentil. Et puis je te dis à bientôt. Merci à Allez, toi. à bientôt. Et voilà. Bah écoute. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi vous
témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires. Ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!